Bonjour, dans cette quatrième vidéo sur la résistance des matériaux, je vais vous présenter le cas de la traction-compression. Donc déjà avant toute chose, la traction c'est quand on cherche à étirer un solide, la compression c'est quand on cherche à le compresser, à le rapprocher. Donc on a un solide, on exerce deux forces qui sont de même support, elles peuvent être vers l'extérieur, à ce moment-là on a un allongement positif, ou elles peuvent être vers l'intérieur, à ce moment-là on comprime la matière. Sur la vidéo qui est ici, je vais vous montrer différents essais de traction qui sont réalisés. Donc pour caractériser la tenue d'un matériau à la traction, on va utiliser ce qui s'appelle une éprouvette que l'on voit ici, qui doit être représentative du matériau. On a un bord fixe, un bord mobile, et on l'étire jusqu'à ce que le matériau casse. Voici la géométrie de l'éprouvette. Ici c'est un matériau plastique, ça peut être aussi un matériau métallique. Un deuxième type de matériau différent, c'est toujours dans la famille des plastiques, et on va l'étirer. Et en fonction des matériaux, on a différentes déformations qui sont possibles. Certains matériaux se déforment beaucoup, d'autres assez peu avant de casser. Certains pour des efforts extrêmement importants, d'autres pour des efforts plus faibles. Bref, ça caractérise la tenue du matériau à ces types de sollicitation. Là on voit, on prend une éprouvette. Lorsqu'on étire le matériau, on a une première zone. Après, on a une seconde zone qui va passer par un maximum ici, donc la force en fonction de l'allongement. À partir de ce moment-là, on a ce qui s'appelle une striction. Si on regarde la partie centrale, elle devient plus fine. Et donc, ça devient plus facile de le casser. Donc, sur la fin, on a besoin d'un effort qui n'est pas plus important pour le casser. On observe ce type de géométrie pour certains matériaux dits ductiles. Ils se déforment facilement, énormément avant de se casser. Maintenant, je vais détailler un petit peu l'essai. Donc, on voit l'éprouvette avec la partie centrale qui est la partie que l'on veut tester du matériau, qui doit être représentative. Elle fait une certaine longueur. Lorsqu'on exerce une force sur le matériau, la longueur de l'éprouvette augmente. Donc, on a un delta L, une différence de longueur. À partir d'un certain effort, on a la striction et rapidement, on a la rupture du matériau juste après. On voit donc la courbe montrée précédemment, l'effort en fonction du delta L. On observe ce type de courbe dans la majorité des matériaux, du moins pour les matériaux métalliques auxquels on va s'intéresser principalement. Le problème, c'est que c'est à la fois représentatif du matériau, mais aussi des dimensions de l'éprouvette. Donc si on change les dimensions de l'éprouvette, on aura des résultats différents sur les courbes d'autres efforts, d'autres allongements. Donc pour que ce soit représentatif du matériau, on va représenter la force sur la surface, parce que bien entendu, plus j'ai de surface, plus l'effort que je vais devoir mettre avant d'obtenir par exemple la striction sera important. Donc ça permet de revenir uniquement au comportement du matériau et non du matériau plus de l'éprouvette. De la même manière, on met le delta L, mais cette fois-ci sur la longueur initiale. Donc l'effort sur la surface, on va noter ça sigma, ça va s'appeler une contrainte, et c'est l'équivalent d'une pression, donc exprimé en pascal, mais avec des pascals on fait pas grand chose, donc on va exprimer ça en mégapascal. L'allongement, lui, c'est quelque chose de relatif, ça n'a pas d'unité, et on a l'habitude d'exprimer ça en pourcentage. Si on regarde la courbe, on a deux zones distinctes que l'on va observer. Une première zone où on a toujours un comportement linéaire. Pour cette zone où le comportement est linéaire, on va appeler ça une zone élastique. Le matériau ici va se comporter exactement comme un ressort. Je tire sur mon éprouvette, celle-ci va se déformer, je vais avoir une certaine contrainte à l'intérieur, une certaine pression interne. J'arrive par exemple jusqu'en A. Si je relâche mon effort, la déformation revient au point de départ, nul. C'est exactement comme sur un ressort. Je tire sur mon ressort, je déforme, je relâche, il revient à sa position d'équilibre. Au-delà de la limite, là, du point A, en ordonnée, ça correspond à RE, on appelle ça résistance élastique. C'est dans l'unité de l'ordonnée, à savoir des mégapascales. Donc, au-delà de cette valeur-là, on arrive dans la zone qui est représentée ici en rouge, qui s'appelle la zone plastique. Ici, le matériau va se comporter comme un carambar, c'est-à-dire qu'on lui tire dessus, il va se déformer davantage, mais par contre, lorsqu'on va relâcher l'effort, il ne va pas revenir à sa longueur initiale.
Donc la zone qui est représentée en verte, c'est la zone dans laquelle on veut toujours rester. La zone qui est représentée en rouge, c'est la zone dangereuse parce qu'à partir du point B, on commence à abîmer le matériau. Et à partir du point C, là, on est sûr de complètement le casser. Si je résume, pour tous les matériaux qu'on va étudier, on pourra définir une courbe contrainte en fonction de la déformation qui nous donne le comportement du matériau. On aura toujours deux zones. Dans un premier temps, la zone élastique dans laquelle on veut rester. La limite, c'est en ordonnée, elle s'appelle résistance élastique. Au-delà de cette valeur-là, on abîme le matériau. Et ensuite, la limite suivante, c'est noté RR, résistance à la rupture. Des fois, on appelle ça aussi RM, résistance mécanique.